Christian, on l'applaudit. Vive Neuroplanète et vive Nice. Merci. C'est un bonheur. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, Étienne. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est une deuxième journée encore très très riche qui s'annonce en termes de table ronde, et donc je vous propose d'accueillir les invités de notre première table ronde, et nous allons parler du rire et notamment de l'importance du rire lorsqu'il s'agit de soigner des enfants, parce qu'il est sans doute beaucoup plus facile de soigner un enfant qui a le sourire et que l'on fait rire. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Caroline, mettez-vous à ma droite, donc Caroline Simons, qui est le docteur Girafe, on peut dire ça, qui en 1991 a fondé le Rire Médecin. On peut l'applaudir effectivement. Aujourd'hui, c'est 130 clowns hein, dans tous les hôpitaux de France, des clowns professionnels. Enfin, elle va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Et donc, à ses côtés, le docteur Jérôme Palazzolo, donc, qui est psychiatre et psychothérapeute à Nice, chercheur associé au LABCOS, le laboratoire d'anthropologie et de psychologie clinique, cognitive et sociale à l'Université Côte d'Azur. Et Jérôme, on a pris un tout petit peu de retard, mais au terme donc de notre échange, vous allez dédicacer plusieurs de vos ouvrages, notamment ma Bible des TCC. Alors, ma chère Caroline, le Rire Médecin, aujourd'hui, c'est quoi? On est 20 ans, un peu plus de 20 ans après le lancement de cette belle aventure. Peut-être avant que vous nous racontiez hein, comment est né le Rire Médecin, comment est né le docteur Girafe. Aujourd'hui, le Rire Médecin, j'ai dit 130 clowns, c'est à peu près ça? Oui, aujourd'hui c'est 31 ans, c'est pas 20 ans. Ah oui, mais oui, moi, 91. Et moi, je fais ce métier personnellement depuis 35 ans. Donc, ça fait une baille et beaucoup d'enfants rencontrés. Et on a 130 comédiens maintenant professionnels formés à la spécificité d'intervenir dans les services pédiatriques. On est dans 16 hôpitaux nationaux. Et puis, ça fait à peu près 68 services différents qui va de la cardio en passant par l'oncologie, hématologie. On devient de plus en plus expert dans la maltraitance, à l'accueil des enfants maltraités. Et puis, on travaille même en maternité maintenant avec les petits mamans qui vont pas trop bien. On les apaise avec des chansons. Très bien. Vous pourrez nous dire en quelques minutes comment est né le Rire Médecin? Comment vous avez eu cette idée de créer le docteur Girafe et de lancer cette très très belle aventure? Alors, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas de sous, et comme beaucoup ici. Et j'avais un médecin qui me traitait gratuitement parce que je jouais de la flûte, et un jour il était malade. Et je suis venue avec ma flûte et j'ai fait un accompagnement de soins. Quelque part, ça restait toujours dans mon cœur et dans ma tête. Des années plus tard, et j'avais déjà lâché le fait d'être médecin, je voulais être médecin depuis l'âge de 2 ans, hein, je voulais réparer le monde. Et j'ai eu un appel pour faire le dinde le jour de la Thanksgiving dans un service d'enfants qui avait la leucémie à New York. Donc je suis venue avec mes ailes, j'ai pondu des œufs, j'avais ma flûte traversière, je suis musicienne. Et j'ai vu, comment dire, des paillettes dans les yeux des enfants. J'ai vu un accueil qui n'était pas de malades, mais d'enfants, quoi. Et quelque part, après 20 ans déjà, j'avais déjà presque 40 ans, je me dis, je suis faite pour ça. J'ai dit, je lâche mes grands galas, je lâche mes tournées de cirque de rue, je vais me dévouer à ça. Donc j'ai passé 3 ans au Big Apple Circus, Clown Care Unit à New York City. Et puis, comme je suis un francophile au-delà de Baudelaire et Camembert, j'ai envoyé des dossiers un peu partout. J'ai arrosé le ministère de la Culture, les fondations et tout. Et miracle, un jour, il y a une fondation franco-américaine qui me dit je vous donne un chèque de 5 000, reviens avec des résultats. Il n'y a pas pire pour avoir des résultats. Donc, je suis venue en France, j'ai rencontré le professeur Jean Lemaire, à Gustave Roussy. J'ai rencontré le professeur de Paillaré, Louis Maurier, parce que je voulais surtout faire un programme qui était ni
pour des maladies hyper graves, ni pour le pédiatrie générale où c'est aussi grave. Enfin, on peut expliquer après. Et il y avait un accueil assez merveilleux en France. C'était en 91. C'était juste le moment aussi où le traitement de la douleur des enfants était devenu très important. Avec des gens comme Daniel Hennequin, j'en passe. Et Monsieur Le Maire, professeur Le Maire me dit, on commence quand? Je dis, il me dit, j'ai pas de sous. Je dis, t'inquiète pas, je trouverai des sous. Et puis, miracle des miracles, j'ai fait un truc un peu américain. J'ai engagé une chercheuse de sous, tu vois. Et elle... Ça existe donc, les chercheuses de sous. Eh bien, écoute, c'était pas très Frenchy. Et elle a trouvé 600 000 francs en une semaine pour ce projet, qui était absolument miraculeuse. Et je dis souvent, j'étais condamnée à réussir. Je n'avais pas le choix. Donc ça a commencé en 91. J'ai dû auditionner, interviewer une cinquantaine de comédiens parce que je voulais que des perles rares. Je voulais que des gens qui avaient du talent, mais aussi beaucoup d'empathie et qui étaient curieux. Enfin, il y a plein de critères pour choisir un comédien. Et alors précisément, hein, ceux qui travaillent à vos côtés, ce sont des professionnels. Ils ne sont pas bénévoles et en même temps, vous n'aimez pas quand on dit ce sont des thérapeutes. Pour vous, ce ne sont pas des soignants. Non, c'est pas des soignants. On travaille la main dans la main avec tous les soignants, qui va du professeur, on passe par les kinés, les psys, à ma droite, qui a le droit de me poser n'importe quelle question à n'importe quel moment. Mais on fait un travail qui peut être thérapeutique. L'objectif, c'est de rencontrer l'enfant là où il est, ce jour-là. Donc on est formé pour comprendre qu'est-ce que c'est la douleur, qu'est-ce que c'est un chimio, qu'est-ce que c'est un deuil professionnel. Mais on n'est pas des thérapeutes et on n'est que des professionnels du spectacle. Et j'auditionne que des comédiens confirmés qui ont peut-être fait beaucoup de clowns ou peu de clowns, mais qui ont des natures, je veux dire, comique, avec une bonne écoute, avec des jours d'équipe, avec une curiosité. Moi, j'aime bien les gens curieux, parce que ça veut dire qu'ils vont faire la formation pendant 30 ans comme moi. Moi, je me forme, je me modèle après ma mère, qui était microbiologiste, qui avait un pile comme ça de revues en russe, en allemand, en français, à côté de son lit. C'est important de recherche, c'est important de connaître, savoir et transmettre. Absolument. Docteur Jérôme Palazzolo, pardon, peut-être à ce moment de nos échanges, quel regard vous portez sur tout ce que vient d'exposer déjà, moi, je suis passionné, parce qu'on a discuté un petit peu avant ensemble, et effectivement, on évoquait un peu tout le travail effectué. Moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Quand tu disais, on n'est pas thérapeute. Mais tu sais, on peut être pas thérapeute, mais être thérapeutique. Parce qu'en fait, je vais dire une grande banalité, je suis désolé, mais le rire, c'est la santé. Alors en fait, on dit le rire, c'est la santé, c'est une banalité, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que, je vais faire un peu plus sérieux là, tu vois. Donc en fait, si on se base du côté plus scientifique et plus médical, on s'aperçoit que le rire est bon à tous les niveaux. C'est-à-dire que déjà, lorsqu'on rit, on va mobiliser des muscles. Vous allez mobiliser les muscles de la face, vous allez mobiliser les muscles abdominaux, et finalement, ça ressemble pas mal à des techniques de relaxation. Pour ceux qui pratiquent ça, il y a des techniques de relaxation où on va mobiliser des muscles et relâcher des muscles. Donc déjà, le rire, ça détend. Deuxième chose, le rire, ça induit une respiration spécifique. Et il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites et qui ont prouvé que lorsqu'on rit, on adopte une respiration qui ressemble à une respiration qui est pratiquée en yoga. Donc vous voyez que c'est quand même des choses plutôt positives. Troisième élément, lorsqu'on rit, il y a des choses qui se passent au niveau de notre cerveau. Et sans rentrer trop dans le détail, mais lorsqu'on rit, lorsqu'on s'amuse, on a une sorte d'explosion de neurotransmetteurs au niveau du cerveau, et entre autres, deux neurotransmetteurs qu'on connaît bien en psychiatrie, qui s'appellent la sérotonine et la dopamine. Comme par hasard, quand vous prenez un antidépresseur, je ne vous souhaite pas d'en prendre, mais on va vous donner, dans ce cas-là, de la sérotonine et on va stimuler la dopamine. Donc le rire est antidépresseur. Et dernier point, plus sur l'aspect psychologique, lorsqu'on rit, on va rire sur quelque chose d'amusant, a priori, ça veut dire qu'on va fixer son attention sur quelque chose d'amusant. C'est-à-dire qu'on va se décentrer
de certaines idées toxiques, certaines idées négatives. Et il y a quelque chose qui est bien connu de tous ceux qui font des psychothérapies et qui font de la psychologie, c'est le fait qu'on ne peut pas, dans le même temps, avoir deux pensées ou deux émotions opposées. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être triste et heureux en même temps. Donc quelqu'un qui est anxieux, un enfant, un adulte, une personne âgée, qui n'est pas bien, chez qui on va faire des soins, l'hôpital, c'est quand même pas le lieu où on s'amuse particulièrement, ben, le fait de faire venir des spectacles, de faire venir des personnes qui vont distraire, qui vont faire rire les patients et en particulier les enfants, ben, écoute, je peux rien te dire d'autre que ce que tu fais, c'est admirable. Et parce que donc c'est le rire qui l'emporte sur les autres réactions plus négatives. Mais complètement. 2 minutes, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais interne, je commençais vraiment la psychiatrie. Bon, voilà, on a des formations théoriques, etc. Je n'étais pas vraiment très avancé en psychiatrie. Et on me dit, bah, écoute, ce week-end, tu es d'astreinte. Donc, je suis d'astreinte, ok, très bien, à l'hôpital. Et on m'appelle dans un service spécialisé dans la prise en charge d'autistes, mais d'autistes graves. Hein, pas les autistes légers, etc. Vraiment des autistes graves qui concrètement passent leur vie à l'hôpital. Et on m'appelle et on me dit, voilà, bah, écoute, il y a monsieur machin, ce week-end, là, parce que bien sûr ça arrive toujours le week-end, les problèmes, il a attaqué un autre pensionnaire et il a essayé de lui manger l'oreille. Donc je dis, bon d'accord, donc je vais dans le service et on me dit, ben voilà, écoute, il faudrait lui prescrire un traitement parce qu'il est un peu agité ou quoi. Je dis, mais peut-être ça serait bien que je le voie, le patient, non? Il me dit, non, mais c'est pas la peine, il parle pas, il y a juste à prescrire quelque chose. Je dis, ben non, je vais quand même le voir. Il était mis en isolement, je rentre dans la pièce, il était contre le mur et il se tapait la tête contre le mur. J'essaye de rentrer en contact avec lui, mais dans l'autisme grave, c'est difficile de rentrer en contact, impossible, quoi que ce soit. Et la porte était ouverte. Et passe à la radio, bon ça date un peu hein, pour ceux qui ont connu, la Macarena. Vous vous souvenez de la Macarena? Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai dit, ben écoute, j'ai commencé à danser la Macarena. Le patient s'est retourné vers moi. Il a dit, mais qui c'est ce barjot hein? Il a commencé à danser la Macarena avec moi. Eh bien, tous les week-ends, quand j'étais d'astreinte, le patient m'attendait, parce qu'après il est sorti de l'isolement, il m'attendait à 9h le matin, il ne prenait pas son petit déjeuner, il disait rien à personne, il était devant la porte et il m'attendait pour qu'on aille danser la Macarena. Et finalement, j'ai même pu nommer une référente Macarena, qui était une aide-soignante, et finalement quand je suis parti du service, eh bien tous les samedis matins, il y avait l'activité Macarena avec les autres patients qui dansaient la Macarena. Donc vous imaginez un service d'autistes graves qui se mettait à danser la Macarena. Et ce que j'ai su a posteriori, c'est que les quantités de médicaments sédatifs avaient été divisées par 2. C'est une très belle illustration. Bravo. Je t'engage. Alors, Caroline, voilà, hein, vos comédiens, vos clowns interviennent auprès des enfants, mais également auprès des familles, j'imagine, auprès des soignants. Et comment ça se passe? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu une séance? J'imagine qu'elles ne se ressemblent pas toutes, qu'il y a une forme d'individualisation de ce qui est proposé, peut-être en fonction de la pathologie, de l'enfant, de l'âge de... Je vais raconter une histoire et à travers ça, vous allez comprendre la relation avec les soignants, les enfants et les parents. Et après, j'espère qu'on peut passer peut-être de petites vidéos. On va, voilà, une petite vidéo, on va demander. J'espère, pour qu'ils voient un peu vraiment ce que c'est. Mais après. Il y a un moment, j'étais à Gustave Roussy, il y avait un petit garçon de 6 ans qui était opéré d'une tumeur sur le côté gauche. Donc, c'était très déformant de son visage et il parlait plus. Il parlait absolument plus. Il voulait plus manger, il voulait plus boire, tout ce qu'il faut. Donc, les infirmières ont fait la transmission en civil le matin. Ils nous donnent des informations sur les informations. J'ai dit des informations pas sur les pathologies, pas sur les médicaments, mais les informations importantes. Il parle français, il est douloureux. Enfin, ça, c'était essentiel qu'on sache qu'il ne parle pas, qu'il a très mal et qu'il ne veut pas communiquer. Donc, nous, on était indirect. Des fois, on est direct.
il ne s'agit pas de faire rire à tout prix, ça c'est obscène. Mais j'ai commencé à faire des bulles. Moi, je suis un doctorat en bulles. Donc je peux faire des bulles carrées, je peux faire des bulles énormes, je peux mettre des tout petites bulles, presque des bulles enceintes avec un petit bulle à l'intérieur. Je commençais à faire des bulles. Et à un moment, tout naturellement, je lui tends le bâton, il souffle. Il souffle un boule. Sa mère... Tu vois, elle commence à pleurer parce que c'est la première fois qu'elle voit son enfant après cette intervention, pas avec le sourire, mais qui interagit, qui revient à la vie. Et puis, j'ai laissé des bulles avec la maman. Je suis allée voir les infirmières, je raconte. J'ai dit, écoute, c'est jeudi, je reviens que mardi prochain. Je vous donne chacun des bulles. Faites des bulles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites des bulles. J'ai même fait quelques leçons. Et puis le mardi, ces petits garçons, ils parlaient, ils buvaient, ils mangeaient. Il est revenu à... Pour moi, c'est important que ce ne soit pas une patiente, mais un enfant, qu'il a le statut de l'enfant. Et c'est pour ça que je dis à mes clowns, il faut beaucoup de finesse pour avoir l'air crétin. Bravo. Mais Caroline, si vous voulez, on va passer la petite vidéo, hein, comme ça. Oh, bien sûr. Je pense que la régie est prête. Hein? Eh oui, mon pote. La chanson de Prout. Allez. Attention. J'explique à Rose. Il me fait mal. Moi? Ben oui. Oui. C'est pas moi, c'est lui, parce qu'il est... Il est comme ça. Ben voilà, c'est ça que je voulais te dire depuis... Moi, je suis comment? Il est comme ça. Ouais, mais vous, il est... Et toi, Hein? t'es toc-toc. T'es toc-toc. C'est Cécile qui prend ma tension. Vas-y, attends. Donne-moi du papier, voilà. Attends, on va faire de... Les clowns dans la chambre. Oh, attends. Non. Oh non. Au secours, Gilles. Quand vous allez partir, vous m'oubliez pas surtout. Oh, bah non. Parce que je vais dormir la nuit. Vous l'avez noté? Je vais noter dans mon carnet. Bravo. Je crois qu'il y a déjà plein de choses, hein, qu'on pourrait dire sur ce film. Il y a la présence des masques. J'imagine que en plein Covid, ça a été extrêmement compliqué. Un clown, ça peut faire rire avec un masque quand même, on l'a vu. Ben oui, on met le nez rouge. Il y a le langage des yeux, premièrement. Et je pense que les enfants se sont adaptés mieux que nous, quelque part. Moi, je suis flûtiste depuis l'âge de 8 ans, même très professionnel. J'ai appris le ukulélé, hein. C'était obligé. Parce que jouer la flûte avec un masque, c'était même pas un challenge, c'était impossible. Bon, ça m'a permis maintenant de chanter et m'accompagner. J'ai su que à Orléans, ils ont dit aux comédiens clowns d'enlever le masque la semaine dernière. Ils avaient l'impression d'avoir fait une bêtise, presque. Et puis à Nancy aussi. Et puis nous, on prie les dieux de le non-masque, que ça arrive bientôt ailleurs. Mais c'est vrai que priver des tout petits enfants de l'expression du visage, je trouve très dur pour les petits. J'ai remarqué, pour éveiller un petit de 2 ans, premièrement, il faut aller doucement pour pas qu'il ait peur. Mais ça me prend 2 fois plus de temps avec le masque qu'avant avec les expressions normales de sourire, de clin d'œil. Les enfants lisent dans les yeux et nous on lit bien sûr dans les yeux des autres. Mais c'était un période, c'est un challenge. Mais on aime les contraintes, les comédiens. On aime ça. Ça nous rend plus créatifs, je trouve. Et on l'a vu, hein, et vous l'avez aussi très bien dit, dans votre univers, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de guérison, mais j'imagine qu'il y a aussi parfois beaucoup de souffrance, qu'il peut y avoir la mort. Comment vous et vos équipes, les clowns, gèrent ces émotions, ce rapport à des situations qui doivent être douloureuses et injustes parfois? On commence avec la sélection des comédiens. Je veux dire que moi, je veux 18 kilos de talent avec 18 kilos d'empathie.
Donc, s'il n'y a que de l'empathie chez le comédien, il va pleurer tous les soirs. S'il n'y a que du talent, il va être autocentré, et moi, je suis merveilleuse. S'il y a les deux, on peut les guider à avoir une empathie distanciée par l'éducation et par les séances de partage. Donc, on a eu pas mal de séances avec des psys. Maintenant, on fait ce qu'on appelle les groupes balantes, c'est-à-dire l'analyse de pratique tous les mois avec les comédiens. Et donc, il y en a 130, donc ça fait beaucoup de séances tous les mois. Et chaque comédien, il a ce qu'on appelle un marraine ou un parrain, c'est-à-dire il a un comédien artiste senior à qui il peut téléphoner quand il veut, quelque chose va mal, mais il y a aussi le partenaire. On est à deux, à la fin de la journée, quand c'est dur, on boit un coup, on rigole, on pleure, on échange beaucoup entre nous. On est très proches les uns les autres finalement. Et puis, moi, ça fait 35 ans, je pleure de temps en temps, c'est sûr. Il ne faut pas s'empêcher de sentir les choses. Mais quand je joue, je suis ici et maintenant. Je suis dans le moment. Je suis focalisée à être au service de cet enfant. On appelle ça la PPP, c'est-à-dire ma personne, je suis connectée à moi-même. Le public, je suis connectée à mon public, l'enfant, et je suis connectée à mon partenaire. Et ça, quand c'est vivant, cette triangulation, on est en bon état et on fait du bon travail. Et on est juste, on ne va pas surjouer ni sous-jouer. Je ne sais pas si c'est compris. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, docteur Palazzolo, si vous voulez ajouter quelque chose, mais c'est là aussi une preuve de professionnalisme, d'encadrement des comédiens confrontés eux aussi à la douleur. Mais complètement. Et puis même dans... Alors pour le coup, tu vois, tu dis tu es pas thérapeute, mais tu fais quelque chose de thérapeutique. Mais en thérapie, on fait ça aussi. C'est-à-dire qu'en thérapie, certains types de thérapie, on va utiliser les émotions du thérapeute. C'est-à-dire que moi, je dis souvent à mes étudiants, gardez un peu cette innocence. Ne soyez pas psy dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui vient vous voir. Si cette personne, au bout de 2 minutes, vous la trouvez pénible et vous commencez à vous ennuyer, peut-être que cette personne souffre de ce qu'on appelle un trouble obsessionnel compulsif. Si la personne vous fatigue au bout de 2 minutes, peut-être que la personne, elle est dans un accès hypomaniaque ou maniaque, c'est-à-dire qu'elle passe du coq à l'âne, elle va dans tous les sens, etc. Si la personne vous émeut, peut-être que ça touche certaines de vos valeurs et que cette personne est dans une dynamique dépressive. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pleurer avec le patient, ça ne veut pas dire qu'on va le prendre dans ses bras pour dire c'est terrible ce qui vous arrive, mais par contre, le thérapeute peut tout à fait entendre la douleur de la personne sans la juger. Là aussi, c'est ce qu'on dit aux étudiants. Parfois, vous pouvez avoir une petite mamie adorable qui vient vous voir en consultation et qui est en dépression majeure parce qu'elle a perdu son chihuahua. D'accord ? En tant que thérapeute, vous n'allez pas dire « c'est bon, les clébards, vous allez en racheter un autre et puis ça va aller bien. Hein » Peut-être que cet être vivant, c'est le seul à qui elle parle. C'est le seul qui lui tient compagnie. Donc peut-être que cette douleur, pour elle, est énorme. Et cette douleur, peut-être que moi, en tant que personne, je ne peux pas me la représenter, mais en tant que thérapeute, je l'entends et j'essaye d'utiliser ça dans la thérapie pour améliorer la personne. Et autre point important aussi, je pense, qui est très vivant là dans le film, c'est la notion de sujet, la notion d'individu. C'est-à-dire que je pense que le travail que tu fais, hors tout l'aspect, comme tu disais, ludique, etc., et thérapeutique, il y a aussi le fait de rendre le statut à l'individu. C'est-à-dire que c'est le problème. Alors c'est valable pour les enfants, mais c'est valable pour les adultes, hein, parce que quand on est hospitalisé, il y a un phénomène de régression. C'est-à-dire qu'en gros, on revient dans un système enfantin quasiment. On est angoissé, on se livre à l'équipe, etc. Et c'est même nécessaire. Mais dans ce cadre-là, moi j'insiste souvent quand j'ai des étudiants pour dire c'est pas quelqu'un de dépressif, c'est pas quelqu'un de schizophrène. C'est quelqu'un qui souffre de dépression. C'est quelqu'un qui souffre de schizophrénie. Et là, on le voit, ce n'est pas des malades, c'est des enfants qui sont là pour un temps, pour être aidés, qui souffrent de maladie. Et le fait de pouvoir être dans cet échange et de les considérer comme des enfants, c'est fabuleux. Si vous débarquez, vous dites « Oh là là, mon pauvre chéri, mais c'est terrible, tu as vu le médicament que tu as eu, là, c'est comment tu te sens, qu'est-ce qu'il en est ?» Ben, dans ce cadre-là, le gamin, il va s'effondrer.
Alors que là, vous voyez, il s'éclate, quoi. Absolument. Et il a envie de continuer à rire et à jouer. J'imagine que vous avez des questions. Donc voilà, il y a déjà monsieur ici. N'hésitez pas à lever la main. Il y a une question également là-haut de l'autre côté. Mais monsieur, le micro arrive vers vous. Ouais, on vous écoute. Et Caroline, on vous retrouve aussi pour un atelier dans le cadre de Neuroplanète dans quelques minutes. Monsieur? Bravo. Ben oui, bravo. Bravo. Merci. Thank you. Je suis, mais comme ça, quand je vous entends parler, et surtout peut-être vous, j'imagine, c'est naturel, mais vous entendre parler comme ça me fait plaisir et je vous promets que je vais rentrer apprendre la danse de Macarena, là, que je ne connais pas. Mais, par contre, j'ai une question sérieuse. Comment ça se fait que vos collègues, vos confrères, etc., n'ont pas compris ce que vous venez dire, que nous, on a compris depuis des siècles? Comment ça se fait qu'une corps de métier qui est si intelligent, si bien étudié, n'a pas compris l'essentiel de rire, qui pour moi est évident, ce que mes grands-parents m'ont appris, les grands-parents de ses grands-parents, ils m'ont appris, et je sais tout ce que vous avez dit, je sais. Pourquoi vous ne l'avez pas compris avant? Alors, merci. Alors, Jérôme. Merci pour cette remarque. Alors déjà, je ne peux pas parler pour un corps de métier, parce que quelque part, le psychiatre, psychologue, psychothérapeute reste avant tout un être humain. C'est un point important. Je vais vous dire quelque chose qui va aller dans votre sens. C'est que parfois, je l'avoue, il m'arrive d'avoir la crève l'hiver, de tousser et d'avoir le nez qui coule. Mais quand mes patients me voient tousser, avoir le nez qui coule, c'est presque comme s'ils disent « mais c'est un mauvais médecin, il ne sait pas se soigner ». Vous savez? Alors là, je vais parler aussi pour ma paroisse. C'est comme si vous allez voir un coiffeur et vous n'avez pas de cheveux. En gros, il ne sait pas coiffer. Donc non, on est des êtres humains et chacun fait avec sa sensibilité. Je pense que vous allez prendre 10 psychiatres, 10 psychologues, 10 psychothérapeutes, vous allez avoir 10 façons de fonctionner différentes. Je pense que ce qui compte, c'est de trouver le bon pour vous. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas que le thérapeute discute avec eux, fasse des blagues, etc. Après, nous, on n'est pas là non plus pour rigoler tous les jours non plus. Mais globalement, on est aussi des êtres humains, quoi. C'est normal. Caroline, peut-être, est-ce que les mentalités ont évolué, j'imagine aussi au fil du temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des réactions où on dit ah ben non, ça sert à rien, enfin, qu'est-ce que vous voulez venir Au départ, on me disait à quoi ça sert de payer des comédiens. Je dis, à quoi ça sert de payer un médecin alors? J'ai fait autant d'études, ça fait 30 ans que je fais la danse, la musique. En plus, j'ai commencé par écrire, et ça m'a pris 6 mois. Et je suis une américaine, donc je parlais pas bien français à l'époque, un code de déontologie, presque comme une carte de visite pour les soignants, pour cadrer le sérieux. Donc c'est un long chemin de s'éduquer nous-mêmes. Ça, pour moi, c'est dans mes valeurs de transmettre et d'éduquer. Maintenant, on a une école, on a une formation pour des professionnels du spectacle, pour la spécificité, oh là, je dis ça mal, de clown hospitalier. C'est certifiant, donc on a dansé dans les carrés sur 90 pages. Et donc on en sort une douzaine de comédiens tous les années depuis 12 ans. Donc ça commence à se repeindre, je veux dire, il n'y a pas de concurrence dans le chimio, pourquoi il y aurait de concurrence dans le clown à l'hôpital? Au moment que c'est bien compris qu'on est derrière le nez rouge, il y a un homme et une femme, et il y a un professionnel. Donc c'est sûr qu'on transgresse des règles, et c'est ça qui peut-être qui dérange. La figure du clown est comme le fou du roi, et c'est pas pour rien que les premiers hôpitaux psychiatriques a enfermé les fous du village, qui étaient ce qu'on appelle les trisomiques, des schizophrènes, des bipolares, qui amusaient la galerie, qui étaient des rêveurs, et des autres comme moi qui jonglaient trois patates. On s'est échappé chez les rois et les reines. Donc, de temps en temps, on nous coupait la tête aussi. Mais c'est dans l'histoire, cette peur de la mesure publique. Il est dangereux. Tu vois, il y avait les lois d'ostracisme dans la Grèce ancienne où les troupes de comédiens et danseurs pouvaient rester
qu'une semaine. Après, ils foutent le camp. Parce que c'est dangereux, c'est politique, c'est trop politique. Ça ouvre les esprits vers la liberté, vers la non-contrainte, vers l'expression forte. Donc on est des gens qui a toujours, des artistes, tu vois, survécu les guerres, parce qu'on avait besoin de nous. Je dis, les artistes en Ukraine sont incroyables. Le mouvement de résilience et d'humour, dingue. Absolument. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Si, quand même. Ah oui, regardez là-haut. Et peut-être juste le temps que le micro arrive vers vous, madame. Aujourd'hui, donc, vous êtes présente dans tous les services parce que j'ai cru comprendre que vous aviez commencé par l'oncologie, la cancérologie. Non, on a dit il n'y a pas de malheur dans les pathologies. J'ai dit il n'y a pas de concours, pardon, de malheur. Donc un enfant qui est là pour un diabète ou qui est maltraité, des fois l'enfant maltraité est beaucoup plus malheureux que l'enfant qui a un cancer, qui a une famille qui est bienveillante, qui est présent, quoi. Donc moi je voulais dès le départ moi j'ai fait un blackout sur la presse pendant 1 an pour pas qu'on nous prenne pour des arrivistes, des gens qui exploitaient l'image d'un enfant malade. Et je voulais vraiment s'intégrer dans le village de soins d'une façon que les soignants pouvaient comprendre et parler de nous. Pour moi, c'était essentiel au départ. Merci beaucoup. Madame? Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, madame, si jamais il existait le médecin du rire pour des personnes âgées qui se rendent dans les maisons de retraite ou au domicile. De plus en plus. De plus en plus, c'est-à-dire c'est récent depuis au moins 15 ans. C'est pas le rire médecin. Nous, on s'est déclaré un peu pédiatre, un peu spécialiste de la pédiatrie, à part le fait qu'on travaille maintenant en maternité, parce que début de vie, fin de vie, il y a une logique pour nous qui est importante, mais il y a des grands spécialistes maintenant de gériatrie, absolument. D'accord. Est-ce que vous auriez eu une petite adresse à communiquer ou on s'adresse sur votre site peut-être de Rire Médecin? Je parlerai avec mon équipe, oui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre question. Merci beaucoup. Bah, écoutez, on arrive au terme de cette table ronde. Ah, il y a une question là-bas, madame. Ah oui, quand même. Allez. En 1 minute, on prend la question et on apporte une réponse. Merci. Oui, merci. J'ai vu il y a quelques années, même pas mal d'années, un film qui s'appelait Dr Patch, qui racontait justement la difficulté qu'avait eu ce médecin psychiatre pour mettre en place toute une thérapeutique à partir du rire. Et comme il avait fait, lui, avec des moyens du bord, des bénévoles. Est-ce que vous avez eu connaissance de ces travaux? L'avez-vous rencontré? Avez-vous quelques mots à dire sur ce point? Je faisais la Manche et la l'acrobatie dans les rues de Washington, D.C. en 1980. Et lui, un grand bringue, un grand monsieur, m'avait mis des sous dans mon chapeau en disant « Je serai votre médecin ». Oui, c'était lui, Dr Patch. Je trouve Robin Williams incroyable. Patch Adams est plutôt un médecin habillé en clown. Nous sommes des clowns habillés en médecin, on va dire ça, la différence. Mais ce qu'a fait Robin Williams a fait comprendre beaucoup de gens un peu ce qu'on fait. Beaucoup plus nous que Patch Adams, qui est plutôt un hippie généreux, incroyable, qui apporte le monde, faisait des hugs à tout le monde. C'est pas ça qu'on fait, nous. En fait, dans le film, le personnage ne se rapproche pas de la réalité, en fait. Beaucoup plus, sauf qu'on est toujours en binôme, nous. Toujours parce qu'on fait du théâtre et les rencontres théâtrales, il y a de l'amour, il y a du conflit. Et les enfants, ils aiment bien la bagarre. Merci. Je suis désolée, on est obligé de conclure, mais comme je le disais, Caroline, on vous retrouve pour l'atelier. Jérôme, on vous retrouve pour la dédicace. On vous applaudit très très fort, on vous remercie et on vous félicite.